Eh bien, j'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches ou des Jouni ou des Nambikwara, ou comme la culture chinoise, par exemple. Bien sûr, il y a très longtemps que nous essayons de ressaisir, soit par les travaux des historiens, soit par les travaux des sociologues, nous essayons de ressaisir comme un objet, comme une chose qui serait là devant nous, notre propre culture. Mais les historiens étudient essentiellement les phénomènes économiques. Les sociologues, ils étudient quoi? Eh bien, ils étudient les comportements affectifs, les comportements politiques, les comportements sexuels. Je crois que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré comme un phénomène étranger à nous-mêmes notre propre savoir. La liste qui viennent de faire les sociologues, les historiens, il n'y a aucun de ceux-là qui ne se reconnaîtrait dans ces définitions. Hein. Dire que sociologue étudie la sexualité, la sociologie, elle commence, je pense à Durkheim, lorsqu'on commence à traiter les faits sociaux comme des choses. Voilà. Je veux dire, je suis un type gentil, calme, c'est pas moi, hein, c'est imaginaire. Calme, presque lymphatique, et voilà que je suis déchaîné et je deviens fou furieux dans un stade quand on va marquer un but, parce que là, en société, j'ai des comportements différents que lorsque je suis seul. La sociologie, c'est pas la psychologie, voilà. Donc c'est un peu léger. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de traiter comme si c'était quelque chose qui était là devant nous, comme si c'était un phénomène aussi étranger et distant que la culture des Nambikwara ou des Arapèches, tout ce savoir occidental qui s'est formé depuis le fond de l'âge grec, et c'est cette situation ethnologique de notre savoir que j'ai voulu reconstituer. C'est un peu comme se regarder dans une glace, comme si on était étranger à soi-même. Comme si on était étranger à soi-même. J'ai attendu que la référence vienne 2 fois. La référence à l'ethnologie. On ne dit pas encore à l'époque anthropologie comme ça s'est généralisé depuis. En fait, depuis Lévi-Strauss, voilà où je viens d'arriver. On dit encore ethnologie, même Foucault, qui est pourtant un des plus illustres représentants de ce qui se développe à partir de l'initiative lévi-straussienne, justement. C'est à partir de Lévi-Strauss. La première phrase de Triste Tropique de Lévi-Strauss, c'est « Il faudrait commencer par tuer tous les explorateurs ». Le rêve du blanc a toujours été d'être le seul blanc là où il est. C'est François de Negroni, grand africaniste, qui fait remarquer ça, qui a beaucoup de respect pour Lévi-Strauss par ailleurs, mais enfin, je veux dire, c'est tellement typique du blanc en vadrouille de vouloir exterminer tous les autres blancs qui lui gâchent le paysage. Et pour en arriver à être comme... vous devinez qui? Il y avait des taches blanches en Afrique à l'époque, quoi encore. Il y avait des endroits inexplorés. Et on cherchait à aller dans les grandes forêts du Congo central, là. Congo belge, on était à l'époque. Et cette espèce d'Amazonie africaine, là. Et on pensait qu'en allant dans ces endroits inexplorés, on finirait par tomber sur le missing link, comme disent les anglo-saxons, quoi. Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, là, le truc qui ferait une solution de continuité dans l'évolution, là. Et espèce de yéti, quoi, mais de la jungle, pas des solitudes enneigées. Et effectivement, en allant au fond de la jungle, on a bien trouvé l'homme des origines. C'est un Allemand, Johnny Weissmuller. Et ça va donner la série des Tarzans. C'est extraordinaire, quoi, la mythologie occidentale. Voilà. Et je remarque, je parle d'extermination, je suis parti de là, que dans tous les films qui vont se greffer sur le thème tarzanien, si je puis dire, il y a toujours des porteurs. 2 ou 3 se font d'abord dévorer par les crocodiles au début, puis après ils tombent dans des abîmes avec leur bagage. À la fin, on est débarrassé des indigènes, on n'est plus qu'entre 2 ou 3 blancs pour arriver au cimetière des éléphants. Voilà. Bien.
Donc voilà, Lévi-Strauss avait fondé l'anthropologie pour prendre une distance avec tout ce qui était ethnologie jusque-là. Et Foucault, donc, j'ai attendu qu'il fasse la deuxième référence pour qu'il lâche cette bourde. Foucault, quelqu'un des hommes les plus intelligents et les plus cultivés de ce siècle, c'est pas la question, mais Paris est bourré d'hommes fins et cultivés. C'est pas la question. Et Lévi-Strauss était une des plus belles cultures musicales de Paris. L'aveuglement idéologique n'a rien à voir avec le niveau de culture et de connaissance, malheureusement. Ce sont doutes valables aussi pour moi, mais ce n'est pas à moi de m'en apercevoir. Donc, donc je n'ai pas le niveau de connaissance et de culture. Je ne suis pas sûr d'avoir la même que la moitié de celui d'un Lévi-Strauss, par exemple. Donc, mais la référence à l'ethnologie, pourquoi je m'y arrête? Parce qu'il dit qu'il faut la retourner sur nous-mêmes. Ça n'a jamais été fait. Alors, c'est ce jamais été fait qui va, il me semble avoir un souvenir, ça doit faire j'ai peur de le dire, presque une quarantaine d'années que je n'ai pas entendu cette vidéo, mais je l'avais vue très longtemps. Et je me rappelle qu'il m'avait frappé, c'est tous les moments où il établit une coupure avec tout ce qui était avant lui. Alors, il ne dit pas moi. Il est fin, bien élevé, il est français, il est courtois. Il dit jusqu'à Sartre, c'est-à-dire juste avant. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Hegel, qui avait déjà vu dans la préface, dans son testament politique, la préface au principe de la philosophie du droit, où il vanne un peu les gauchistes de l'époque, c'est-à-dire les romantiques. Les gauchistes, ça ne veut pas dire les hommes de gauche, hein. Au contraire, c'était des contre-révolutionnaires, ils détestaient la Révolution française. Enfin, ils étaient libertaires, on dirait aujourd'hui. Et ça peut faire illusion. Et Hegel leur dit, ils ont tous un tic commun, il ne dit pas un tic, mais enfin, un réflexe commun, c'est qu'ils disent toujours c'est précisément maintenant que le monde a attendu qu'on le pense de manière radicale, nouvelle. C'est maintenant, et Hegel ajoute, et ce maintenant se renouvelle toujours indéfiniment. Voilà. Vous connaissez, ça c'est beaucoup plus près de votre génération, célèbre président français qui a dit le changement c'est maintenant. Ben voilà, on assiste un peu à ça. J'ai l'air de forcer le trait. Je ne dis pas ironiquement qu'il est intelligent et cultivé, c'est vrai. Quelqu'un comme Foucault, c'est quand même pas Onfray, c'est du sérieux. Hein. Et j'aimerais bien voir sa culture picturale, par exemple. Même si en musique, il ne dit pas grand-chose, un peu comme Heidegger. Mais je ne crois pas qu'il y ait des hasards à ce niveau-là. Mais enfin, quand on se réclame de Nietzsche, c'est un peu bizarre, parce que Nietzsche est une idole pour lui. Nietzsche est l'auteur du crépuscule des idoles. Il faudrait que Nietzsche avait dit sans la musique, la vie serait une erreur. Mais nonobstant, souvent il revient sur ce côté. Alors par contre, je suis très attentif à ce qu'il dit de faire de l'ethnologie de nous-mêmes, de nos mœurs, c'est-à-dire de nous regarder avec une objectivité un peu, pas comme des insectes, mais presque, pourquoi pas, moi ça ne me dérangerait pas, y compris moi dans la foule, dans les rues, mes comportements au café, à la plage, en vacances, au travail, dans la drague, c'est un jeu impersonnel, hein. Et à table, etc. Et mais là où il se plante complètement, et je me permets de le dire parce qu'il le sait très bien s'il réfléchit une seconde. Et encore une fois, je souligne ici un aveuglement, pas une cécité. Ça s'est pratiquement toujours fait, au contraire. Qu'est-ce que c'est que la grande tradition dite des moralistes français? Ça n'a pas grand-chose à voir avec la morale moralisante, hein, avec la moraline, pour parler comme Nietzsche. Ceux qui étudient les mœurs, les La Rochefoucauld, les Pascal, ils nous regardent. Quand Pascal dit « tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment » dès le XVIIe siècle, il faut le sortir, ça, quand même. Hein. Pour un des plus grands mathématiciens de tous les temps, quel courage et quelle auto-humiliation de l'intelligence. Hein. Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment, comme si on avait des raisonnements d'une rigueur parfaite, mais dans la dernière milliseconde, ce qui l'emporte, c'est quand même un sentiment. C'est une des mœurs. La Rochefoucauld, j'en connais qui ne serait jamais amoureux s'il n'avait entendu parler d'amour. C'est déjà tout le programme du structuralisme dont Foucault fait partie, c'est-à-dire que c'est le signifiant qui est déterminant, quoi. C'est le langage. Je ne veux pas sortir tout mon Lacan.
tout leur Lacan. Enfin voilà. Donc l'initiateur de ça, c'est quand même Lévi-Strauss. Je parle du terme de structure, puisque la première grande publication de Lévi-Strauss, c'est l'anthropologie structurale. Voilà. Pas envie de faire une conférence, mais c'est pour rappeler quand même tous ces préalables. Je veux dire, moi, pourquoi pas c'est très bien de braquer le projecteur sur le projecteur lui-même. Même si Auguste Comte avait dit au XIXe siècle, auparavant, on ne peut pas être à la fois au balcon et se regarder passer dans la rue. Mais c'est très bien comme méthodologie. Et puis il reprend des choses récentes. Les sciences humaines n'existent pas depuis très longtemps. Quand Foucault parle, elles existent depuis avant-guerre quand même. Hein. Et je pense à un fondateur de la sociologie comme Durkheim. Il me semble qu'il y fait allusion d'ailleurs quelque part dans cette vidéo, dans cette interview. Et moi je le connaissais à la radio, je ne le connaissais pas en images hein, à l'époque. Et il me semble qu'il fait... Or, Durkheim dit bien que pour que la sociologie existe, pour qu'elle soit une discipline à part entière qui ne soit absorbée ni par ces deux extrêmes que sont la biologie, les comportements expliqués comme font les sciences cognitives aujourd'hui par le stimulus, réflexe, enzyme, ou alors à l'autre extrême par l'histoire, par exemple. Il faut que traiter, je cite maintenant, les faits sociaux comme des choses. C'est exactement ce que prescrit. Et là, c'est très bien méthodologiquement, ça j'adhère. Mais voilà, je voudrais tout de suite pointer ce tic de vouloir faire croire que c'est pour la première fois qu'on fait ça. Il faut faire attention quand on dit des choses comme ça. Puisque je sais que vous avez une grande culture cinéphilique. Dans Les Enfants du Paradis, au début, là, quand le père de Baptiste, dans le Théâtre des Funambules, disent le public, il veut toujours de la nouveauté, C'est vieux comme le monde, ça, la nouveauté. Voilà. Hop, on va rendre la parole au structuralisme. Il y a là une difficulté qui est évidemment très grande, puisque, après tout, avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance? C'est-à-dire que ce sont tous nos cadres mentaux, toutes nos catégories de savoir qui vont nous permettre de nous connaître. Et si nous voulons connaître précisément ces catégories du savoir, nous sommes là dans une situation qui est évidemment très complexe. Il faut toute une torsion de notre raison sur elle-même pour qu'elle arrive à se ressaisir ainsi comme un phénomène qui lui serait étranger. Il faut qu'elle passe au dehors d'elle-même. En quelque sorte, il faudrait la retourner comme un doigt de gant. Et c'est cet effort, enfin, c'est le début de cet effort que j'ai entrepris. Quel serait l'ethnologue idéal pour cela? Je veux dire, de quelle race, de quelle nationalité devrait-il être? Eh bien, on pourrait dire ceci, que le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un Chinois, ou ça serait un Arapèche, ou ça serait un Nambikwara. Ça fait 2 fois là aussi qu'ils répètent la même série ethnologique, un Iroquois, Arapèche, Nambikwara. Ce sont bien sûr des peuples étudiés par Lévi-Strauss. Voilà, c'est pas, il y a une filiation, c'est très bien. Mais je veux dire, il s'inscrit là dans ce qui déjà à l'époque devient une tradition. Plus important, quand il dit il faut nous, c'est qui ce nous? Alors il a dit un mot tout à l'heure, c'est nous, les Occidentaux. Puis même il a carrément défini ce que nous sommes depuis la Grèce. Alors ça me gêne aussi énormément. Pourquoi? Parce que je fais un détour pour le faire comprendre. Lorsqu'il y a eu le projet de constitution européenne là, qui a été refusé par les Français, et c'est pour ça qu'on nous l'impose d'ailleurs, en 2005, enfin par la majorité des Français. Il y avait eu une tentative de vouloir inscrire la référence chrétienne dans la constitution européenne. C'est Giscard. Connaît son électorat de droite. Bon. Voilà, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, ce n'est pas le problème de fond. Ce qui me gêne, c'est qu'on mette une référence et pas l'autre. On ne peut pas comprendre ce qu'il appelle notre. Je commente le nous, ce que désigne le nous là-dedans. Le moderne déteste la modernité, l'occidental déteste l'Occident. Voilà, je résume un peu ce que je vais dire, pour pas que les arbres cachent la forêt. C'est pour ça qu'on adore la musique baroque. Parce que la modernité déteste la modernité. Et qu'on aime bien revenir à l'Ancien Régime. Bref,
nous, les Grecs, alors, ou bien on insiste sur la racine chrétienne et on néglige la racine grecque qui est énorme quand même. Là. Chez nous, la démocratie, je sais pas moi, Platon, vous regardez Versailles, presque toute l'esthétique est inspirée par l'art classique, l'art de la Grèce classique. Et pas seulement les colonnades, les statues, tout ce qu'on veut. Il suffit de se balader dans le parc de Versailles. Je ne parle même pas de la littérature. Je veux dire, vous enlevez la mythologie grecque, il n'y a presque plus de pièces de Racine, ou romaine. Et donc, on ne peut pas faire une impasse là-dessus et dire c'est le christianisme qui est notre essence. Inversement, on ne peut pas dire c'est la Grèce. Et là, on sent la référence de son idole Nietzsche. La référence à la Grèce que je ne récuse pas. Mais moi, je ne veux pas faire l'impasse sur notre schizophrénie, sur notre profonde schizophrénie. C'est qu'on a une jambe grecque et une jambe chrétienne. Il faut faire avec. Et ce qui me fait peur, c'est pour ça que je le dis à l'avance, pour que ce soit clair, avec les choses qui vont déferler sur un mouvement, je le dis tout de suite, gratuitement pour l'instant, on aura d'autres occasions de l'étayer à la suite de l'interview. La grande phase contre-révolutionnaire qui est en train ici de couver ses griffes, je veux dire, à 2 ans de 68. C'est en 66, je crois, cette interview, hein, si je me souviens bien. Une des choses qui la caractérise, c'est sans doute, parce que la contre-révolution, c'est le contre-marxisme à l'époque, il faut être clair, à la libération, quand même, le marxisme, on ne pouvait pas trop en dire du mal, quoi. Il y avait eu 50 millions de morts, il y avait eu 30 millions de Popov qui étaient morts pour qu'on soit débarrassé de la botte nazie, au point que les Américains ont débarqué quand les Popov étaient déjà à Berlin, pour pas que l'Europe devienne communiste. Il faut remettre les choses en place. Je vais insister sur beaucoup de choses qui expliquent la date où nous sommes, en 66. De Gaulle en a plus pour longtemps. De Gaulle, c'est à droite celui qui gênait les Américains. Et à gauche, il y avait les communistes. Les deux déclinent à partir de 68. C'est des choses qu'il faut comprendre. Ça, c'est mesurable, c'est pas une opinion. Vous prenez des statistiques et vous regardez quelles sont les forces qui déclinent à partir de 68, dont Foucault est un penseur, une référence emblématique. Et pour les 68 arts, je veux dire, c'est lui, Deleuze, je sais pas, un peu plus tard Derrida, voilà. Hein. Donc, je ne sais pas, je demande valeur, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça a évacué tout ce qui gênait. Moi, je ne bouge pas de l'américain, les choses très bien aux États-Unis. Mais tout ce qui gênait l'atlantisme, ce qui n'est pas pareil. Hein. D'abord, tous les atlantistes ne sont pas américains, la preuve, Macron, Giscard, Mitterrand, tout ça. Tous ceux qui ont fait qu'on est revenu dans ce qu'on appelle le commandement intégré, c'est-à-dire que les Américains décident sur un caprice. Trump, là, de faire la guerre nucléaire, on est dedans. Hein. Ce que De Gaulle avait voulu éviter. J'ai voté contre De Gaulle toute ma vie, donc je peux reconnaître, comme on disait à l'époque, quelques points positifs de la politique extérieure du général. Son opposition à la guerre au Vietnam, des choses comme ça qu'il faut quand même saluer, et le retrait de la France de l'OTAN, de l'alliance, enfin, du commandement intégré. Il n'a jamais retiré la France. C'est un allié loyal de l'alliance atlantique. Il l'a montré lorsqu'il y a eu la crise des fusils de Cuba, il était prêt à être aux côtés des États-Unis. Mais, pourquoi je fais ce long détour? Parce que c'est en train de se retourner, précisément, ces forces qui l'ont emporté à la libération. À cette époque-là, tout ce qui est vichiste rase les murs. De 1945 jusqu'à 1968. Rase les murs. Pour un dixième de ce qui se dit maintenant presque sur tous les plateaux télé ou sur tous les blogs du net, il y aurait eu 1 million de personnes dans la rue il y a 30 ans disant le fascisme ne passera pas. Maintenant, ça se banalise. Bon, passons. À l'extrême droite, c'est évident, mais aussi bien souvent dans ce qui se passe à gauche. Par contre, là, c'est en train de se retourner. 66 est une date charnière. Et un thème fondamental de cette contre-révolution va être précisément de désigner comme ça arbitrairement un référent maudit à un Occident. Et voilà, on n'est pas loin du triangle, ce que j'appelle moi le triangle maudit, hein, je ne vais pas me répéter, mais je vais dire un triangle dont les 3 angles sont l'humanisme, l'universalisme et le progressisme, qui vont commencer à décliner à partir de cette période-là, qui vont être combattus en brèche. Foucault est un des principaux artisans
du discrédit jeté sur ce qu'on va appeler l'historicisme, même quand c'est de l'histoire et non pas l'historicisme, et parce que la notion de structure est beaucoup plus intemporelle, bien sûr, et d'ailleurs, il va bientôt dire en toutes lettres qu'il préfère le déploiement dans l'espace, la géographie, que la référence historique qu'on avait mis des millénaires à essayer d'obtenir. Voilà. Tout ça pour commenter le nous. C'est qui nous? Alors, pour les uns, c'était l'Occident chrétien, et je vais quand même terminer là-dessus avant de lui rendre la parole. Il est archi connu c'est pour ça que cette vidéo est très bien, parce qu'elle est exhaustive à ce niveau-là, que les cibles favorites et récurrentes de Foucault, mais pas seulement de Foucault, de Deleuze, il y a des différences entre Foucault et Deleuze, mais ce qui leur est commun, c'est pour ça que j'appelle les penseurs 68 arts, en gros, hein, ceux qui sont les références, Derrida n'en parlons pas. Les références, je ne parle pas positives, à Nietzsche, Spinoza, tout ça, mais les références négatives, les cibles quoi, de leur attaque, c'est presque toujours le cartésianisme, le platonisme, le christianisme. Alors, je ne veux pas faire d'amalgame, mais quand on prend connaissance de philosophes beaucoup moins connus, c'est dommage, on devrait les enseigner dans les écoles primaires, non pas pour y adhérer, mais pour montrer où ça mène, ce genre de pensée. Un philosophe comme Bäumler, c'est un philosophe que Hitler a mis en place dans les universités allemandes à l'époque, pour débarrasser la philosophie allemande de toute trace d'hegelianisme, de progressisme. Parlons même pas de marxisme, on n'en parlait pas à ce moment-là dans les universités. Donc, ce Bäumler-là avait comme cible le christianisme, le platonisme, le cartésianisme. Quand c'est les trois en même temps, ça fait bizarre. Bon, moi, j'ai des tas de choses, des tas de réserves que, je sais pas, je suis Platon, je suis Descartes, mais les trois en même temps, c'est comme quelqu'un qui me dit je suis anti-gaulliste. Je dis ça tombe bien, moi aussi, moi j'ai toujours voté contre le Gaulle, la politique sociale. Oui, oui, je suis anti-gaulliste parce que moi je suis Algérie française et il a donné l'indépendance aux Arabes. Malentendu, là, je veux dire, on peut être pour la même opposition pour des raisons tout à fait opposées. Donc je comprends qu'on puisse être anti-gaulliste. Je comprends qu'on puisse être anticommuniste. Il y a des raisons très honorables d'être anticommuniste, je sais pas, spiritualité, etc. Je veux bien, pourquoi pas. Mais quand on est les deux, à la fois antigaulliste et anticommuniste, c'est le programme de Vichy. Wanted, les résistants, les gaullistes et les communistes. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Hein. À titre individuel, oui, il y a même eu des royalistes, la résistance, il y a eu de tout. Enfin, comme organisation de masse, il n'y en a eu que deux. Ce sont ceux-là. L'une à droite, l'autre à gauche. Donc voilà, l'attaque généralisée contre le rationalisme, Platon, Descartes. Voilà, je ne vais pas garder la parole longtemps, mais je ne peux pas empêcher de citer Goethe, un Allemand, un bon Allemand. Il y en a qui dit, lorsqu'on disait la Deutschtum, parce qu'à l'époque il y avait les premiers sentiment national allemand dans les organisations d'étudiants allemands, ça veut dire la germanitude, je ne sais pas comment il faut dire. La Deutschtum lui disait Deutschdum, Dum ça veut dire idiot en allemand, la bêtise allemande. Bref, un bon allemand. Et il disait, si tu méprises, c'est Méphistophélès qui dit ça dans Faust, si tu méprises la science, pardon, c'est Dieu, si tu méprises la science et la raison, les dons les plus élevés de l'humanité, tu te donnes au diable et tu es perdu. Comme s'il avait eu un aperçu Goethe du destin de l'Allemagne. Voilà. Seulement, après tout, avec quelle catégorie, avec quel cadre de pensée est-ce que ce Chinois ou cet Arapèche pourrait nous connaître nous-mêmes? Sinon, avec des cadres mentaux qui sont les nôtres. Ce qui fait que c'est peut-être encore nous qui arriverions le mieux si nous pouvions ainsi nous tordre sur nous-mêmes et nous regarder en miroir. C'est peut-être nous qui serions après tout le mieux capables de faire ce travail et d'entreprendre cette ethnologie de notre propre culture. On pourrait évidemment rêver d'un martien dont la pensée arriverait à ressaisir la nôtre entièrement. C'est ce martien qui sans doute pourrait le mieux nous connaître, mais cela sans doute n'est pas possible, car autant que je sache, les martiens n'existent point. Séquence fascinante. Fascinante, on voit toute la complexité et l'ambivalence, je n'ai pas l'ambiguïté, c'est pas pareil, l'ambivalence de son propos. Il commence par avoir comme référence l'ethnologie, enfin l'approche ethnologique de notre propre culture.
nous considérer comme si nous étions une culture étrangère. Ça, c'est très bien. Très bien. Je ne vais pas rappeler une nouvelle fois que c'est ce que Lévi-Strauss, Durkheim réclamait pour la sociologie, traiter les faits sociaux comme des choses là, qu'on peut observer dans un laboratoire. Voilà, et non pas se prendre la tête, une introspection. Ça, c'est très bien. Mais donc, l'autre lui pose la question, quel serait donc le démystificateur idéal à ce niveau-là? Il répond, en toute logique, toujours avec le modèle ethnologique dans la tête, ce serait un Chinois, un Ambiquara. Et puis tout d'un coup, il dit, mais c'est pas possible, parce qu'il faudrait qu'il le fasse avec nos catégories. Donc, c'est entendu, il n'y a que moi, Foucault, qui peut le faire. Quelqu'un qui appartient à notre culture, mais qui, par on ne sait quel miracle, est le seul qui n'est pas déterminé par les cadres de notre culture, mais qui peut en sortir. C'est très intéressant comme séquence. C'est pas un effet de la grâce, quand même. Voilà. Très curieux. Et par ailleurs, ça aussi rapidement, on sent un procès permanent de l'universalisme. Sous-entendu, tant qu'on ne comprendra pas que ce qu'on croit être universel, nous les Occidentaux, là, c'est propre à notre culture, mais que les Bantous, ils ne pensent pas du tout comme ça. Je caricature pas, il y en a beaucoup qui pensent ça s'appelle le relativisme. Là encore, ce n'est pas un amalgame, mais c'est le rêve du MEDEF. Enfin, quand même, je veux dire, le manifeste du Parti communiste de Marx se termine par une phrase archi-célèbre qui consiste à dire « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il aurait du boulot maintenant, ça veut dire arrêter de vous battre entre Hutus et Tutsis, entre Corses et Français, entre homo et hétéros, entre Quadra et Caïra, entre juifs et arabes, entre tout ce qui est l'identité, quoi, tout ce qui est catastrophe du monde dans lequel on vit, toutes les oppositions possibles et imaginaires, pourvu que ce ne soit pas les classes sociales, car ça, c'est pas des entités imaginaires, ça, c'est du mesurable, c'est pas des qualités, c'est du quantitatif. C'est important. Donc, prolétaires de tout le pays, unissez-vous. Je pense à ce gilet jaune qui s'appelait Bachir, qu'on a interviewé, j'ai vu ça dans une interview. Et on lui disait, il n'y a pas des gens un peu fachos chez vous? Il a dit, peut-être, il y a des fachos, il y a des gauchos, il y a des noirs, il y a des blancs. Et on s'en fout. Et moi, ce on s'en fout était pour moi libératoire. J'ai dit, là, il se passe quelque chose qui nous sort de 68. Là, voilà, on sort des identités. Parce que ça fait des millions de morts, cette histoire de Hutu et de Tutsi. C'est ça parce qu'on est en train de fêter. Ça ne se fête pas de commémorer le génocide du Rwanda aujourd'hui, précisément qui a commencé un 7 avril. Le plus grand de l'après-guerre avec celui des Khmers rouges. Quand on dit qu'ils sont rouges, mais qui en fait étaient verts. Il a bien fallu vider la ville pour aller à la campagne. C'était des survivalistes. Donc, cet universalisme, je veux dire, réjouit ceux qui ont intérêt à nous diviser. C'est pour ça que j'ai cité Marx, parce que le capital, il n'a pas eu tout intérêt à ce qu'on soit unifié, parce que là, ce serait dangereux pour lui, qu'on fasse taire nos querelles identitaires, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les Corses. Et si la Corse est indépendante demain, il y aura la lutte entre Bastia et Ajaccio pour savoir quelle est la Corse authentique. Et aucun des deux, d'ailleurs, c'est Bonifacio. On va à l'infini. Quand c'est l'imaginaire, on n'arrête pas. Précisément. On ne trouve jamais dans le réel ce qui correspond à l'imaginaire. C'est ce que illustre bien le mythe de Procus chez les Grecs. Voilà, donc, bien comprendre que ce relativisme dont on croit que c'est un progrès de la pensée, il est utile pour ceux qui sont dogmatiques obtus, mais d'une manière générale, il peut être exploité dans un sens redoutable par le capital. Tant que vous vous opposez, je veux dire, nous on se roule les pouces, hein. C'est pas prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est prolétaires de tous les pays, déchirez-vous. C'est ça le slogan d'aujourd'hui. Est-ce que cette attitude est une attitude de philosophe, ou est-ce le contraire? Il est très difficile, au fond, de définir ce qu'est actuellement la philosophie. Pendant très longtemps, et je crois qu'on pourrait dire, au fond, jusqu'à Sartre. Sartre compris. Sartre compris. La philosophie a été une discipline autonome, j'allais dire fermée sur elle-même. Foucault, comme les penseurs de son temps, veulent montrer qu'à partir d'eux, il y a une coupure radicale avec ce qu'il y avait avant. Or, il est en train de liquider Sartre. Il a le droit, hein, je ne suis pas en train de faire ça. Mais il n'y a pas plus ancien dans l'histoire de la philosophie que ce qu'on appelle le parricide.
Socrate commence par... il avait été disciple de Parménide, après, il contredit Parménide, il tue Parménide. Bon, après, Aristote tue Platon, assassine Platon. Et puis c'est Spinoza qui liquide Descartes, ou Kant qui liquide les deux. Spinoza comme Descartes, le dogmatisme. Après c'est Hegel qui critique Kant, et Marx qui critique Hegel. Parce que la première publication de Marx, c'est la critique de la philosophie du droit de Hegel. Donc le parricide, c'est ce qu'il y a de plus récurrent dans l'histoire de la philosophie. Voilà comment on rate. Je vais faire une coupure, et le premier truc que je fais, c'est de faire comme tous les autres philosophes depuis les origines. C'est marrant, si je puis dire. Ça ne serait pas ça, car la philosophie a toujours réfléchi sur des objets culturels qui lui étaient proposés en quelque sorte d'ailleurs. Elle a réfléchi sur Dieu, parce que la théologie le lui proposait. Elle a réfléchi sur la science, parce que tout le système de nos connaissances lui offrait cet objet. La philosophie était donc une discipline ouverte, mais c'était une discipline qui avait ses méthodes propres, ses formes de raisonnement, ses déductions bien particulières. Il me semble que maintenant, la philosophie est en train de disparaître. Quand je dis qu'elle disparaît, je ne veux pas dire que nous arrivons à un âge où finalement tout le savoir devient positif. Mais je crois que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée dont il est difficile de dire si elles sont proprement scientifiques ou proprement philosophiques. Nous arrivons à un âge qui est peut-être celui de la pensée pure, de la pensée en acte, et après tout, une discipline aussi abstraite et générale que la linguistique, une discipline aussi fondamentale que la logique, une activité comme la littérature, depuis Joyce par exemple, toutes ces activités sont probablement des activités de pensée, et elles tiennent lieu de philosophie, non pas qu'elles prennent la place de la philosophie, mais en quelque sorte, elles sont le déploiement même de ce qu'était autrefois la philosophie. La philosophie est un autrefois. Je viens d'entendre ce mot-là, quoi. À partir de quand? À partir de moi. Mais moi, Foucault, puisque Sartre était encore dans la philosophie. Sartre, il est vivant quand il parle, là. Fantastique, hein, quand même. Alors, bien sûr, je tranche pas sur le fond, là. Tout se mettre d'accord sur les mots, c'est même l'objet de la philosophie depuis que Socrate a commencé dans les rues d'Athènes à dire qu'appelles-tu ceci, qu'appelles-tu cela, qu'appelles-tu sagesse, qu'appelles-tu gymnastique, qu'appelles-tu la musique, et j'en passe. Et non pas qu'est-ce que c'est, qu'appelles-tu. La philosophie commence quand il y a eu des pensées profondes bien avant Socrate, hein, la pensée hindoue, chinoise, je veux dire, on n'a pas attendu la naissance de la philosophie à Athènes pour déployer des pensées profondes, mais ce sont des pensées, des fois des religions, des fois des spiritualités, des fois des mysticismes, tout ce qu'on veut, mais ce sont des pensées. Ce qui est spécifiquement philosophique à partir de Socrate, donc il faut rappeler cette spécificité pour voir si c'est en train de mourir, pourquoi pas. C'est à partir du moment où le problème, c'est pas la chose dont on parle, mais c'est le mot qui la désigne. À tort ou à raison, peut-être la philosophie perd du temps à couper les joues en quatre avec les mots. Mais quand dans le Gorgias de Platon, par exemple, Socrate, dont le sujet est l'art oratoire, chez les Grecs c'était si important, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir politique s'il n'y a pas un orateur qui vous a appris comment, on dirait aujourd'hui un ségéla, hein, comment on fait la pub et tout ça pour convaincre les foules, et donc se faire élire. C'est important dans une culture qui, et ça c'est une avancée démocratique, a décidé que ce n'est pas la force qui fait le pouvoir, c'est la parole, le parlement, la pnix, l'agora, quand même, c'est un progrès, mieux. Et pour ça, donc, il faut savoir parler. Et ils se faisaient payer très cher, les sophistes, pour ça. Alors Socrate, gratuitement, pose la question à l'un des plus illustres de l'époque, à Gorgias, un orateur qui existait, c'est quoi l'art oratoire? L'autre, il commence par répondre, c'est de loin la plus belle des choses. On dit, tu ne m'as pas encore dit ce que c'est, tu m'as déjà dit que c'est la meilleure des choses. Bon, oui, je veux dire, c'est l'art de persuader. Très bien, donc tu es un géomètre. Ben, comment, quel rapport? Quand tu vois une démonstration en géométrie, c'est que tu persuades. Mais non, c'est pas cette persuasion. Bon, voilà, on progresse. Et on s'aperçoit à la fin que non seulement c'est pas la plus belle, mais c'est une chose sordide. Parce que la grande différence entre la géométrie et l'art oratoire, c'est que, pensons à un avocat marron, comme on dit en français, un avocat
qui défend son client, même si c'est la pire des ordures, peu importe, c'est son boulot après tout. C'est que en géométrie, on démontre pour arriver à une vérité, alors que dans l'art oratoire, on démontre pour arriver, peu importe si c'est vrai ou c'est faux, pourvu que les autres soient convaincus. Donc c'est sordide. Voilà. Donc la réflexion sur le mot, c'est pas du tout pour couper les cheveux en quatre et pour être loin du concret, c'est tout le contraire. Il y a une très belle réflexion là-dessus dans un très curieux écrit de Hegel, humoristique. On pense même qu'il a été fait pour un divertissement mondain comme des charades, qui s'appelle « Qui pense abstrait ». Alors on pense que c'est le philosophe, surtout les philosophies allemandes de l'époque, et puis il montre que non, c'est l'homme de la rue qui pense abstrait. Puisque précisément, il ne se pose pas la question des mots qu'il emploie. Voilà, donc, quand on voit la spécificité de la philosophie, je ne sais pas si elle est morte. Le travail que fait Foucault, souvent d'une manière admirable, c'est un de ses meilleurs côtés, c'est le côté archéologue. C'est de voir à partir de quand on a, je sais pas, on parlait de souverain, de souveraineté à une époque. Il a étudié ce changement-là, et tout d'un coup, on parle de population, du peuple. Ces glissements de sens et de mots, il était très attentif à ça. En ce sens, cette philosophie-là n'est pas morte. Je dis ça parce que le rêve de tout philosophe est de mettre fin à la philosophie. Mais ça ne date pas de Foucault. Hein. Hegel avait déjà dit que la philosophie, il y mettait le point final. D'accord ? Spinoza fait un système de démonstration qui, en principe, je veux dire, clôt les problèmes. Descartes, ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles dont on coutume de se servir les géomètres pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations m'avaient donné l'occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous les connaissances des hommes s'entresuivent en même façon, et que pourvu seulement qu'on n'en prenne aucune pour vrai qu'il ne le soit et que l'on garde toujours l'ordre qu'il faut, il n'en peut y avoir de si éloigné auquel enfin on ne parvienne ni de si caché qu'on ne découvre, comme on découvre là, une femme qui est dans un lit là. Mousquetaire, Descartes, attention. Voilà, donc c'est le rêve de tout philosophe, ça, de dire, avec moi, la philosophie est terminée. Ça y est, la philosophia, l'amour de la sagesse, donc le désir, donc je ne l'ai pas, c'est terminé, puisque maintenant je l'ai. Le dernier Platon, pareil. Hein. On a remarqué que dans les lois, son dernier dialogue, il n'y a plus que Socrate qui parle, il n'y a plus beaucoup de dialogues, un enseignement comme ça. C'est l'un des moins dramatisés, ces dialogues, voilà. Donc, pourquoi pas que la philosophie est terminée ? Je vais terminer sur un point précis, c'est que les trois penseurs, je prends exprès un terme extensif qui peut contenir un philosophe et ce qui ne l'est pas, il a cité des linguistes, très juste dit, des écrivains, Joyce. Dans Joyce, on trouve de tout dans un roman de Joyce, du théâtre, de la philosophie, de la poésie, de la métaphysique, de la religion, de la psychanalyse, comme dans Proust. Mais les trois penseurs qui ont fait couler le plus d'encre philosophique, c'est-à-dire qui ont le plus inspiré la réflexion des philosophes, au sens universitaire ou courant du terme, à savoir, je prends l'ordre chronologique, à cette époque-là, Marx, Nietzsche, Freud, très différents, sont précisément, aucun des trois ne se reconnaît comme philosophe. Marx écrit « Misère de la philosophie », c'est clair. La philosophie fait partie de l'idéologie. Marx a fondé la science de l'histoire, dans la philosophie et le reflet fantasmé. Je vais très vite. Hein. Nietzsche se moque des philosophes qui ne font que des jeux de mots qui se font avoir par les volontés de puissance qui est inscrites dans la langue, dans la manière de s'exprimer. Et quant à Freud, n'en parlons pas. Donc, aucun des trois, Freud, il a une formation de médecin, il n'a pas une formation de philosophe, aucun des trois n'a souhaité se situer dans la philosophie. Chacun des trois a posé la philosophie comme quelque chose de dépassé. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de réflexions philosophiques que dans les commentaires de chacun de ces trois-là. Voilà, je rappelle ce paradoxe intéressant. Et ça se vérifie pour Foucault, parce que depuis que Foucault a dit la philosophie, comme il vient de le dire, ça fait partie de l'autrefois, dans tous les programmes de philo, on parle beaucoup plus de Foucault maintenant que n'importe quel philosophe. Je crois savoir que c'est encore valable statistiquement. C'est le plus cité dans le monde entier des auteurs de sciences humaines. Le French Doctor, comme on dit en Californie.
Quelle idée de l'homme avez-vous? Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. Vous voulez dire que c'est une invention? C'est une invention que l'homme. Au XIXe siècle, dans toute la première moitié du XXe aussi, on a cru que l'homme, c'était au fond la réalité fondamentale à laquelle nous pouvions nous intéresser. On avait l'impression que c'était la recherche de la vérité sur l'homme qui avait, depuis le fond de l'âge grec, animé toutes les recherches, peut-être de la science, certainement de la morale, à coup sûr de la philosophie. Quand on regarde les choses de plus près, on peut se demander si cette idée que l'homme au fond a toujours existé et qu'il était là comme attendant d'être pris en charge par une science ou par une philosophie, par une morale, on peut se demander si cette idée n'est pas une illusion propre au XIXe siècle. À dire vrai, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en gros jusqu'à la Révolution française, jamais on ne s'occupait de l'homme comme tel. Je ne remonte pas au XVIIIe siècle, je remonte 2000 ans. Terence, l'écrivain latin de l'époque impériale, qui est connu, enfin je ne fais pas un scoop, hein, c'est quand même, il le sait bien, Foucault. Mais apparemment il ne veut pas le savoir. Terence est celui qui a prononcé cette fameuse phrase « Homo sum humani ame alienum puto » « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». On a même dit que ça annonçait le christianisme qui allait bientôt s'établir à Rome, cette universalité. Voilà. Car il est bien connu, c'est écrit dans la Bible, que nul n'est prophète en son pays. Le christianisme a beaucoup plus de succès en dehors de son lieu d'origine. Voilà. Mais non, il ne faut pas non plus exagérer. Je veux dire, faut prendre à partir du XIXe siècle pour parler de l'homme d'une manière générique. Il est tout de même curieux que la notion d'humanisme que nous attribuons à la Renaissance, la notion d'humanisme est une notion toute récente. Ouvrez le Littré, vous ne trouvez pas le mot d'humanisme. Car le mot d'humanisme est une invention du XIXe siècle et de la fin du XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, on peut dire que l'homme n'existait pas. Ce qui existait, eh bien, c'était un certain nombre de problèmes, c'était un certain nombre de formes de savoir et de réflexion, où il était question de la nature, où il était question de la vérité, où il était question du mouvement, où il était question de l'ordre. Il était question de l'imagination, il était question de la représentation, etc. Mais il n'était pas, à vrai dire, question de l'homme. Au début, il a dit ce qui est une exactitude historique. Je parle précisément, je ne dis même pas une vérité, une exactitude. C'est que le mot lui-même n'existait pas ou était très peu fréquent. L'homme, l'humanisme. L'homme dit d'une manière générale comme ça. Maintenant, il dit, il n'en était pas question. Alors, toutes les questions qui viennent d'agiter, Dieu, la vérité, la nature, etc., je ne vois pas quel animal se les pose en dehors de l'homme. L'homme est une figure qui s'est constituée vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, et qui a donné lieu à ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle encore, les sciences humaines. L'homme a également, cet homme tout nouveau, ainsi inventé à la fin du XVIIIe siècle, a donné lieu aussi à tout cet humanisme dont le marxisme, dont l'existentialisme sont comme le témoignage le plus visible actuellement. C'est curieux qu'il ne s'acharne que sur des pensées progressistes. Je veux dire, il y a un procès de l'homme qui a été fait avant Foucault, c'est pendant le Troisième Reich, où il était clair que tous les théoriciens nazis, je pense quand on lit Rosenberg, quand on lit Crick, c'est des gens qu'on devrait connaître un peu plus, parce que ça mettrait en garde certains qui croient avoir des idées nouvelles aujourd'hui et qui sont très proches de ce que je suis en train d'illustrer. Bäumler, que j'ai cité par ailleurs, passent leur temps à critiquer des gens comme Goethe, comme Hegel, etc. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est l'humanisme de Weimar. Je vous rappelle que Weimar, c'est le sommet de la culture allemande de cette époque-là, mais que c'est aussi 2 siècles plus tard la République de Weimar que les nazis combattaient pour prendre le pouvoir. Je veux dire, voilà. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il y a un précédent à les liquidations de l'humanisme, ça s'appelle le Troisième Reich. Je n'ai pas du tout dit que Foucault se serait réjoui et aurait milité dans les SS.
Je veux dire, est-ce qu'il est conscient lui-même de la manière dont ce genre de dérive peut être exploité? Je ne veux même pas le savoir, ce n'est pas la question. Ce qui est, du côté des victimes, peu importe, hein, je veux dire, de savoir si c'est avec une intention ou pas. Ce qui compte, c'est que ça va dans le même sens, dans le sens où on avait besoin à ce moment-là de changer de braquet par rapport à précisément, puisque je parlais du Troisième Reich, par rapport à tout ce qui était issu politiquement des horreurs de la guerre et tout ce qui était apparu avec la libération. C'est-à-dire, je le rappelle, je me répète, le gaullisme à droite et le communisme à gauche, qui malgré leur opposition avaient quand même s'est illustré historiquement par quelque chose qui s'appelle la résistance, dont on a tellement honte depuis que le mot n'existe plus. Maintenant, on veut absolument vous habituer au mot résilience, rien que pour ne plus dire résistance. Pourquoi c'est devenu gênant, la résistance? Ça date de ce 68-là, tout ça, pas de celui des travailleurs. Mais je crois que, paradoxalement, le développement des sciences humaines nous conduit maintenant beaucoup plutôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose de l'homme. En effet, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les sciences humaines? Eh bien, les sciences humaines ne découvrent pas du tout le noyau concret, individuel, positif, en quelque sorte, de l'existence humaine. Tout au contraire, ce qu'on voit lorsque l'on étudie, eh bien, par exemple, les comportements, structures de la famille, par exemple, c'est ce qu'a fait Lévi-Strauss. Ou lorsqu'on étudie les grands mythes indo-européens, comme l'a fait Dumézil. Ou encore, lorsqu'on étudie, eh bien, précisément, l'histoire même de notre savoir, on s'aperçoit que ce qu'on découvre, ce n'est pas l'homme dans sa vérité, l'homme dans ce qu'il peut avoir de positif. Et ce qu'on découvre, c'est des sortes de grands systèmes de pensée, de grandes organisations formelles, qui sont en quelque sorte comme le sol sur lequel les individualités historiques apparaissent. Ce qui fait que la pensée actuellement, la réflexion, se renverse entièrement par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques années. Il faut relever au passage cette notion de l'individualité historique. L'individualité historique que sont les Indiens du Mato Grosso et qui n'aurait rien à voir avec l'individualité historique des Indo-Européens étudiés par Dumézil. Il y a donc une espèce d'archipel où des morceaux d'humanité sont isolés les uns des autres sans communication. C'est bien connu, c'est la réhabilitation par Foucault et par ses émules à l'époque du discontinu par rapport à une continuité historique qu'il y aurait dans le marxisme avec l'histoire des modes de production, par exemple, de la pierre taillée à la pierre polie, du bronze au fer, du fer. Là, il y a une continuité. Et même un progrès, pas au sens de jugement de valeur, mais un progrès au sens mesurable, objectif. C'est-à-dire que le temps pour faire cette table, il faut peut-être 2 minutes avec une machine. Maintenant, il fallait y passer 2 journées autrefois. C'est la seule manière de parler du progrès en termes objectifs. Et après, chacun y fera les jugements de valeur qu'il veut par-dessus. Donc, c'est une manière d'introduire le discontinu et le discret dans les sociétés. En fait, tous ces thèmes se recoupent. C'est une manière de séparer l'humanité en entités qui ne se rejoignent pas. Et donc de diviser ceux qui auraient peut-être des intérêts communs à rester unis. C'est très, très significatif, ça. Plus on scrute l'homme, moins on voit ce qu'il y a, et ils disent curieusement de positif. Ben effectivement, je ne sais pas si... Est-ce que ça veut dire positif au niveau moral, etc. Non, les sciences humaines, si elles existent, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait quelque chose qui s'appelle les sciences humaines, au sens des sciences dures en tout cas. Il n'y a pas beaucoup d'anthropologues d'accord entre eux, il n'y a pas beaucoup de... Bref. Mais heureusement que l'homme n'est pas objet de ces sciences-là. Parce que sinon, ça voudrait dire que l'homme est déterminé exactement comme on détermine le mouvement des planètes ou la chimie du carbone. Il y a un édifice des sciences humaines qui reste à faire. Mais comme, je répète la boutade de Houlouskar, comme les sciences humaines se sont développées pas tellement pour faire surgir justement ce qui constitue l'universalité humaine, mais pour verrouiller, pour citer Houlouskar, le marxisme naissant, on tourne en rond. Et alors, effectivement, il a beau après de dire qu'on n'a que des ébauches. Voilà, avec Lévi-Strauss, on a une identité qui est celle des Indiens d'Amazonie.
Et avec Dumézil, on a les Indo-Européens. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que les mythes racontent tous la même chose. Qu'il s'agisse soit africain, je donne un exemple pour finir, je veux dire, pour passer à autre chose, mais pour faire réfléchir. Mais quand on voit le rôle du forgeron dans l'épopée germanique des Nibelung, dont Wagner s'est servi pour faire le Ring, mais je peux dire qu'elle est bien antérieure à lui, telle qu'elle est décrite dans les Eddas scandinaves, le dieu forgeron, le dieu qui a le marteau, Thor, dans la mythologie viking. Quand on voit le dieu forgeron, et qui joue un rôle fondamental, qui forge l'arme qui permet d'être invulnérable, on retrouve ça dans l'épopée mandingue dans l'Afrique sahélienne. Pour tous ceux qui connaissent, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les écoliers africains, oui, francophones. Mais c'est moins connu chez nous. Le jeune Sundiata Keita, qui est un peu le Achille de cette Iliade africaine qu'est l'épopée mandingue. Mandingue, Malinké, dans Malinké, il y a écrit Mali, si vous regardez bien, c'est un immense empire à l'époque. Du 11e au 14e siècle, surtout, qui a eu son apogée avant d'être battu en brèche par les Songhai. C'est le forgeron, pareil, qui forge l'arme qui va rendre Sundiata Keita invulnérable et donc lui faire accéder à son rôle de fondateur d'épopée. Alors qu'apparemment, il y a rien de commun. Ils auraient été furieux, les nazis, que je dise qu'il y a un point commun entre la ferblanterie germanique et le forgeron africain. Enfin, quand même. Déjà, Hitler disait que les Français étaient des nègres blancs. Ouais, voilà. Donc, je ne suis pas sûr que tout ça soit séparé. Son exemple est bon, comme des archipels ou des sommets de montagnes sans passerelle et sans communication possible entre les populations qui les occupent. Je crois que nous vivons actuellement la grande coupure avec le 19e siècle, avec tout ce début du 20e siècle. Cette coupure, au fond, nous l'éprouvons comme, non pas le refus ni le rejet, mais comme la distance prise par rapport à Sartre. Je crois que Sartre, qui est un très grand philosophe, Sartre est encore un homme du 19e siècle. Je préfère assumer le rôle du progressiste ringard que celui du réactionnaire branché. Il est en train de reprocher à Sartre d'être un homme du passé. C'est pas un argument, ça. Ça ne veut pas dire qu'il a raison ou qu'il a tort du point de vue philosophique, et encore moins scientifique. Ça veut dire, tu parles à des jeunes, tu dis, le mec il est un peu vieux, quoi, il est dépassé. Hein. Le mec il écoute du jazz Nouvelle-Orléans. Ouais, pas Sartre, hein. Encore qu'il ne connaissait pas d'autres jazz. Sartre m'a fait un passant. Je vais dire, voilà, il en est encore aux symphonies de Beethoven. C'est la meilleure manière d'être dissuasif d'un niveau mondain. C'est comme quand quelqu'un vous dit c'est plus compliqué que ça. Ah ben évidemment. Moi j'ai la complexité et vous avez le simplisme vis-à-vis des foules. Vous savez, les biches qui regardent les cerfs se battre, c'est vite vu. Hein. Le mec qui est dans le simplisme, il n'a pas la cote. Hein. C'est les arguments de ce qu'a rappelé, c'est sa catégorie fondamentale, mondain. Pourquoi ? Eh bien parce que toute l'entreprise de Sartre a été de vouloir rendre l'homme, en quelque sorte, adéquat à sa propre signification. Toute l'entreprise de Sartre consiste à vouloir retrouver ce qu'il y a dans l'existence humaine d'absolument authentique. Il a voulu ramener l'homme à lui-même, le rendre possesseur des significations qui pouvaient lui échapper. Et c'est malgré tout dans une philosophie de l'aliénation, et de l'aliénation qu'il faut surmonter, que se situe la pensée de Sartre. Alors que nous, c'est tout le contraire que nous voulons faire. Nous voulons au contraire montrer que ce qu'il y a d'individuel, ce qu'il y a de singulier, ce qu'il y a de proprement vécu chez l'homme, n'est qu'une sorte de scintillement de surface au-dessus de grands systèmes formels, et la pensée actuellement doit reconstituer ces systèmes formels sur lesquels flottent de temps en temps l'écume et le nuage de l'existence propre. Je commence système formel, parce que c'est pas très clair. Je veux dire, là je veux dire, c'est ni une critique ni une louange. Je veux dire, c'est pas très intéressant ni critiquer ou louanger, c'est d'essayer d'y voir clair dans tout ça. Il dit bien ce que ça n'est plus, mais quand il dit ce qui va remplacer ça, nous, ce que nous voulons, c'est, au lieu de ce scintillement de surface, pour reprendre ses expressions, montrer que, à la place de l'homme, il y a des systèmes formels dans les... C'est pas très clair.
mais du point de vue du code entre philosophes, c'est beaucoup plus clair. Pour revenir maintenant à sa préface, à Lévi-Strauss, c'est dans Le Cru et le Cuit qu'on trouve tout ça, bien sûr. Et dans cette préface, ce livre qui est marqué par la musique, où Lévi-Strauss dit c'était la linguistique mon modèle, comme tous les structuralistes, mais depuis quelque temps c'est la musique qui m'a fait comprendre comment il faut écouter les mythes, c'est intéressant. Il y a un rapport au temps. Et à un moment donné, il dit dedans, Monsieur Ricoeur a dit que mon système était un kantisme sans sujet transcendantal. J'avoue que je suis d'accord avec les désignations. Donc, Lévi-Strauss ratifie lui-même son attachement au kantisme. Sauf qu'il dit que le fait qu'il n'y ait pas de sujet transcendantal est pour moi un avantage et non pas un inconvénient, voilà, hein, sans aucune. Pourquoi j'ai fait tout mon développement et maintenant je le dis? Parce que Kluskar dit que le genre commun, le thème générique commun à toute la pensée contre-révolutionnaire à partir de cette époque-là, c'est le néo-kantisme. Pas Kant. Kant était à la pointe de la pensée de son temps, c'est tout le contraire de quelqu'un qui est allé en arrière. Mais un néo-kantisme qui va se servir de Kant pour verrouiller les avancées qui se sont produites depuis la Révolution française, pour aller très vite. Voilà. Alors, au cas où ça paraît confus, je le clarifie, avec l'extraordinaire correspondance des trois jeunes gens, hein, au séminaire de théologie où ils ont grandi, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de choix, Hegel, Schelling et Hölderlin, les deux plus grands philosophes de l'époque et le plus grand poète, certains disent de tous les temps, dans la même piole. J'aurais voulu être petite souris quand même, de temps en temps. Et dans leur correspondance, au moment où ils commencent à sortir de l'école et à les uns enseigner, précepteurs, tout ça, ils s'écrivent beaucoup et ils disent, Kant n'était même pas encore mort, il était encore vieux mais vivant, et ils disent, les curés sont en train de récupérer tout l'enseignement de Kant pour bien distinguer une critique de Kant et une critique de la récupération de Kant au profit d'une pensée contre-révolutionnaire. À l'époque de Grès, c'était pour lutter contre ce qu'on appelait les idées françaises, c'est-à-dire bien sûr révolutionnaires. Voilà. Tout ça à propos de, vous voyez, le kantisme sans sujet transcendantal. Je ne termine pas cette longue parenthèse, parce qu'on est proprement philosophique là tout de même, sans rappeler ce que Lévi-Strauss dit lui-même pour expliciter ce que Foucault dit d'une manière relativement transparente une fois qu'on est au courant de tout ça, quand il parle de ces contraintes formelles, de ces champs formels dans lesquels on est plongé sans le savoir et qui sont, comme un terme kantien, des a priori par rapport à ma pensée que je crois souveraine et indépendante et autonome. Et Lévi-Strauss va jusqu'à dire « Je ne cherche pas à dire ce que les hommes pensent dans les mythes, ou à démontrer ce dans les mythes, mais comment les mythes se pensent à travers les hommes. Et même, pourquoi pas, un pas en plus, comment les mythes se pensent entre eux. » Je donne un exemple de ce qu'il vient de dire, c'est pas les mythes se pensent entre eux, mais quand, dans le mythe de la tour de Babel, par exemple, l'humanité est punie pour avoir essayé de s'égaler aux dieux, car c'est ça la tour de Babel, n'est-ce pas ? Punie non pas cette fois par le châtiment du feu, Sodome et Gomorrhe, ni par le châtiment de l'eau, le déluge, mais beaucoup plus malin que tout ça, par la confusion des langues. Hein. Dieu décide qu'à partir de maintenant, tous ceux qui travaillent sur le chantier, sous-entendu jusque-là, l'humanité ne connaissait qu'une langue, et là on brouille les langues, superbe. Hein. Et donc les gens ne s'entendent plus, donc c'est la baston quand on ne s'entend plus, c'est bien ce que ça veut dire au propre et au figuré. Et donc le chantier commence à être comme il est maintenant, le chantier de l'humanité éternellement inachevé. Et bon, très bien, je mets ça de côté, je prends la philosophie grecque, que tous ces gens-là opposent complètement, ils sont nietzschéens, la grecque, ça ne doit rien à l'Orient, ni aux sémites, ni à tout ça. Le mythe de Prométhée, c'est quoi? C'est pareil. Prométhée châtié pour avoir voulu aller chercher chez les dieux de quoi rendre l'homme égal aux dieux, le feu. Les mythes se pensent entre eux. Voilà, je termine ma longue parenthèse. Pour donner raison à ce que Foucault dit dans le cadre de la pensée structurelle, c'est qu'effectivement, et ça c'est une des grandes avancées de Kant, je crois par exemple que je regarde ce que je veux, non, il faut que l'espace soit donné, parce que si l'espace n'est pas donné, je ne peux pas voir ce verre, je ne peux rien voir du tout. Et ma connaissance de l'espace, elle ne vient pas de ma vision, je ne suis pas un empiriste, là, il rompt avec la tradition anglo-saxonne. Hein.
Je ne suis pas un empiriste. Au contraire, pour que je puisse avoir une expérience, il faut bien que l'espace soit donné d'abord. Sinon, comme voulez-vous que je vois la moindre chose si l'espace, on verra que ce sera encore plus évident pour le temps, n'est pas donné. Voilà. Pour vérifier si j'ai bien compris, je vois mal par conséquent comment une prise de conscience ou une attitude politique pourrait découler de votre attitude de travail. Bien sûr, c'est sans doute la question que l'on pose à toutes les formes de réflexion qui sont en train de détruire un mythe et qui n'ont pas encore reconstitué une nouvelle mythologie. Par exemple, pendant très longtemps, la philosophie entretenait avec la théologie une parenté telle que c'était du rôle de la philosophie de définir quelle morale ou quelle politique on devait et on pouvait déduire de l'existence de Dieu. Lorsque la philosophie, lorsque toute la culture occidentale a découvert que Dieu était mort, aussitôt on a dit, eh bien si Dieu est mort, tout est permis, si Dieu est mort, il n'y a plus de morale possible, si Dieu est mort, quelle politique doit-on adopter? Bon, j'interromps là, hein, parce que ça illustre le propos de tout à l'heure. La référence à Nietzsche est ici transparente, bien sûr, hein, Dieu est mort. Sauf que j'en profite pour dire la pensée moderne, postmoderne, parce que c'est le début de la postmodernité, tout ça, qui a même une dent contre la modernité, soit dit en passant, contre les mouvements qui sont dépouillés depuis la Révolution française, qui est peut-être même une revanche, et même horribile dictu, c'est un reproche que fait Nietzsche, un ressentiment contre la modernité, la pensée ressentimentale, accumule les cadavres. Le XVIIIe siècle règle son compte à la métaphysique, c'est les Lumières. Après Kant, on ne peut plus faire de la métaphysique comme avant, sans avoir un soupçon qu'on est dans l'illusion. Donc la métaphysique est morte. Avec Nietzsche, Dieu est mort. Avec Foucault, l'homme est mort. C'est intéressant. Maintenant, c'est le genre. Or, l'expérience a prouvé que jamais la réflexion morale, jamais la réflexion politique n'avait été plus vivante et n'avait été plus forte, n'avait été plus foisonnante qu'à partir du moment où on a su que Dieu était mort. Oui, la figure humaine était là. L'homme était là. L'homme était là. Et maintenant que l'homme est en train de disparaître, on nous pose la même question que l'on posait autrefois à ceux qui proclamaient que Dieu était mort. On nous dit, si l'homme est mort, alors tout est possible, ou plus exactement, on nous dira, tout est nécessaire. Alors, il y a plein de choses qui sont excellentes dans tous ces développements-là. C'est ce que j'apprécie le plus, mais paradoxalement, c'est quand il rejoint les pensées qu'il rejette par ailleurs. Car il est en train de dire quoi? Que ce qu'on croit être un obstacle à la réflexion, à la philosophie, parce que si on enlève Dieu, on enlève la morale, on enlève... C'est une vision de Dostoïevski, hein, c'est dans Crime et Châtiment que le héros dit ou dans les frères Karamazov. J'ai une hésitation. Je crois que c'est Ivan Karamazov. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et Foucault dit très bien, mais non, c'est au contraire le début d'une nouvelle réflexion. Quand Kant dit « j'ai réduit le savoir pour faire une place à la foi », c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Bon, je veux dire, le fait de ne plus tirer les lois de son action, de sa morale, de ses principes, d'une religion préétablie, d'une révélation, je ne sais pas quoi, mais de décider entre hommes, comme c'est fait à partir de la Révolution française, et démocratiquement, comment ça devrait se faire, c'est un champ de nouvelles problématiques très fécondes, très intéressantes. Mais précisément, ça rejoint la grande thèse, c'est pour ça que ça me fait rigoler, de Hegel qu'il déteste par ailleurs, ou qu'il récuse par ailleurs. Déteste, c'est pas le mot d'ailleurs, ça bouge, c'est pas Deleuze, mais qu'il récuse, comme étant les grands récits, une continuité qui passe son temps à récuser. C'est que pour Hegel, la réflexion, la philosophie est toujours fécondée par la crise, et c'est ce qu'il est en train de dire. J'aime beaucoup le passage où Foucault dit quand quelque chose, le pilier sur lequel, la valeur fondamentale sur laquelle était basée une culture, vient de s'écrouler et qu'on n'en a pas une nouvelle dans l'entre-deux. Ceux pour qui, comme dit Rilke, ce qui fut a disparu et ce qui va être n'est pas encore. Tu vois ? Arriver trop tard dans un monde trop tôt, arriver trop tard dans un monde trop vieux, c'est un peu la même thématique. Et c'est effectivement les périodes les plus fécondes, mais ça c'est la thèse de Hegel, que
La philosophie est toujours fille de la crise. C'est l'effondrement de la cité grecque qui lance un Socrate dans les rues, à poser des questions. C'est le déclin et de l'ancien régime à la fin du XVIIIe siècle qui déploie les Lumières, et jusqu'à Rousseau. Elle a des coupures, comme la coupure rousseauienne, hein, dont Kant disait c'est le Newton de la morale quand même. Donc voilà, c'est au moment où une chose disparaît, précisément, qu'apparaît tout un nouveau champ de problématiques. Il est évident que pendant des siècles de monarchie, et de féodalité monarchique, si on veut être complet, ça a été la lutte, si on le dit en termes marxiens, des paysans contre les propriétaires de la terre, contre les seigneurs, contre les féodaux. À partir de la révolution industrielle, ça s'effondre complètement, et c'est la lutte des ouvriers contre les patrons. C'est très différent des employés, hein, pour prendre un terme plus extensif. Voilà. Donc oui, ça c'est très fécond. Mais enfin, ce n'est pas une idée spécialement nouvelle non plus. Hein. Ce que découvrait la mort de Dieu, ce que découvrait cette grande absence de l'être suprême, c'était l'espace de la liberté. Ce que découvre maintenant la disparition de l'homme, dans cette mince lacune laissée par l'homme maintenant effacée, ce qu'on voit surgir, eh bien, c'est la trame d'une sorte de nécessité, c'est le grand réseau des systèmes auxquels nous appartenons, et on nous dit alors tout est nécessaire. Eh bien, il est probable que, tout comme dans l'espace de la liberté laissée par la mort de Dieu, les grands systèmes politiques, les grands systèmes moraux, comme le marxisme, comme Nietzsche, comme l'existentialisme, ont pu se bâtir de la même façon. On verra au-dessus de cette trame des nécessités que nous essayons maintenant de parcourir, on verra surgir de grands systèmes, de grandes options politiques, de grandes options morales. Plus froide, non? Plus froide sans doute, et je dois dire que même si on n'en voit pas surgir, car après tout on ne peut pas préjuger l'avenir, si on n'en voit pas surgir, ce n'est pas très grave. On a découvert depuis 50 ans que la littérature n'était plus faite pour distraire, ni la musique pour donner des sensations viscérales. Eh bien, je me demande si peut-être on ne va pas s'apercevoir que la pensée a tout autre chose à faire que de prescrire aux hommes ce qu'ils ont à faire. Ça serait déjà bien beau si la pensée arrivait à se penser elle-même entièrement, si la pensée pouvait découvrir ce qu'il y a d'inconscient dans l'épaisseur même de ce que nous pensons. Je vous remercie. Affirmation curieuse, on s'est aperçu depuis 50 ans, dit-il, que la littérature peut faire autre chose que de divertir. Alors peut-être pour étayer le fait que moi le moderne, moi Foucault en l'occurrence, je suis en train de déployer une séquence radicalement nouvelle, je suis obligé de réduire un peu l'ancien, mais enfin, qui va faire croire que l'aventure telle que nous la confie à Rimbaud, Rimbaud ne nous dit pas que la poésie est là pour nous distraire, c'est quand même, c'est vachement réducteur à l'égard du passé, quoi. Je veux dire, ça n'est passé des choses en littérature. Et quant à Racine, hein, Madame de Maintenon lui disait que il faut faire des pièces pour l'éducation morale des jeunes filles de Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'était un orphelinat. Il y avait les filles de la haute société qui étaient censées être moralisées par cette crapule. J'adore Racine, c'est pas la question, pour moraliser. C'est pour ces jeunes filles qu'il a fait Esther et Athalie, qui sont les pièces les plus épouvantables. Quand on voit le songe d'Athalie, il faudrait un grand cinéaste pour mettre en scène le songe d'Athalie. Des os que se disputaient les chiens qui traînaient dans la fange. Bon. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Non, il exagère un peu. Mais enfin, ce qui est intéressant dans sa chute, c'est qu'il relativise. Je reviens à la grande séquence. Il a raison de dire, quand il y a eu la mort de Dieu, on a cru que c'était la fin de la philosophie, alors que c'était à bien des égards un début. Et la coupure importante, et ça, c'est marrant que ça fait une apparition dans tout ce qu'il a dit, mais sans développement. Il a très bien dit, ce qui apparaît depuis la mort de l'homme, c'est l'établissement d'une nécessité. Il ne faut pas être grand clair
dans l'histoire de la pensée pour savoir que la nécessité s'oppose traditionnellement à la liberté dans les dichotomies philosophiques. Elle est du côté du déterminisme, la nécessité, c'est Y égale F de X dans les sciences, je veux dire. La Lune tourne autour de la Terre, elle y est obligée. La Lune ne se dit pas, j'en ai marre, je vais tourner autour de Saturne pour me changer les idées. Elle n'a pas le choix. Il y a une loi, la gravitation, etc., voire Newton, qui fait qu'elle est déterminée, c'est nécessaire, c'est tout le contraire de libre. D'accord ? Or, c'est paradoxal, cette réhabilitation de la nécessité, la mort de l'homme implique le règne du nécessaire. Moi, je trouve ça très inquiétant. Il n'y a plus d'hommes, c'est la nécessité qui règne. La nécessité, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Or, toute la justice consistait à... Il y a un crime, par exemple, on cherche à savoir si le mec l'a fait délibérément, ou si c'est un accident, ou bien s'il avait des circonstances atténuantes. D'accord ? Si on pense qu'il y a tout un faisceau de détermination qui n'avait pas d'autre choix que de tuer, il n'y a plus de justice. Accusé, levez-vous, écoutez, excusez-moi, monsieur le juge, mais voilà, moi je suis né comme ça avec un gène qui fait que je suis obligé de buter mon prochain. Ouais. Oui, il n'y a plus de justice possible. C'est inquiétant parce que c'est très cohérent. C'est cohérent de dire il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de liberté. La liberté fait partie de ces valeurs qu'on croyait au XIXe siècle chez les marxistes, etc. C'est quand même extraordinaire, quoi. Voilà, je veux dire, il y a bien des choses inquiétantes aujourd'hui, comme la dissolution de l'homme qui n'est plus il n'y a plus qu'un genre, le genre animal, beaucoup disent maintenant, et l'homme est une espèce parmi les genres animaux. Moi, je suis le dernier à dire qu'il n'y a rien d'animal en l'homme, je veux dire... Jusqu'à la fin de ma vie, la proposition il faut manger pour vivre reste valable, donc une part animale. C'est pas l'homme qui a décidé ça. Mais ce qui fait qu'on est homme, c'est justement tout ce qui n'est pas prévu dans ce programme. C'est quand je dis, je vous en prie, servez-vous d'abord. Ce qui n'arrive jamais entre chiens. Voilà, c'est quand on prend des distances avec ce que la nature impose précisément. C'est l'instinct est de l'ordre de la nécessité, il est biochimique, tout ce qu'on voudra. L'institution, non. L'institution mariage va à l'encontre de la sexualité spontanée. La Bible dit croissez et vous multipliez. Le mariage monogamique n'est pas spécialement un outil au service de croissez et vous multipliez. Je ne le critique pas, le mariage monogamique, mais je veux dire, je constate que l'institution va toujours en sens inverse de l'instinct. Et au repas, je ne me jette pas, n'est-ce pas, sur le plat dès qu'il arrive, je dis à la dame à côté, parce qu'on a été élevé comme ça, je ne veux pas paraître pour un gougnafier, sinon je ne pourrais pas la draguer. Je vous en prie, servez-vous d'abord. Mais enfin, alors que j'ai faim. Voilà, c'est ce rapport inverse de la nécessité à la liberté, de la nature à la culture, sur laquelle se termine l'entretien, est quand même une confirmation presque inquiétante, comme si on était content de refermer une page qui a été le progressisme, l'universalisme et l'humanisme, qui était toute récente, parce qu'en termes historiques, la Révolution française, c'est pas vieux. Ce qu'on appelle la modernité en termes historiques, je ne parle pas de la postmodernité, dans laquelle nous nous débattons, mais la modernité, si on doit ne pas faire un terme vague, ce sera ma conclusion, mais essayer de donner quelques balises chronologiques, elle commence pour nous avec la révolution industrielle anglaise et la révolution politique française, c'est-à-dire fin 18e, en gros, dans un mouchoir de poche, chronologique. Et donc, c'est pas si vieux. La société industrielle, tout ça, c'est pas si vieux. On est tellement dedans qu'on a l'impression que... Enfin, je veux dire... Il suffit de se balader dans le monde pour voir que c'est pas si vieux et que... Ce sera ma conclusion. J'ai l'impression qu'on est tenté maintenant par un néo-localisme, un néo-médiévalisme. L'unité, c'est pas l'État-nation, c'est le fief. C'est pour ça que je pense à un néo-féodalisme. Le fief, c'est-à-dire une entité de proximité. Alors peut-être parce que je vous dis, je suis né ici, j'ai grandi ailleurs et je réside encore dans une tierce entité. Moi, j'aime le côté juif errant, le côté vaisseau fantôme, le côté qui fait que l'homme, à l'origine, c'est une immense migration qui vient des jungles africaines et qui se retrouve après dans les glaciers du nord de l'Europe avec Néandertal, ou bien en Asie avec l'homme de Pékin, après tout, ou
ou le Pithecanthropus erectus, ou l'homme de Java, mais l'homme est un migrateur, et à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus profond chez lui, et c'est pour ça qu'il n'est pas prêt de disparaître, c'est que précisément, il n'a pas d'essence. On voit bien qu'il déteste Sartre, mais Sartre disait bien que si on pouvait définir l'homme, c'est-à-dire lui donner une essence, comme de dire il est dans l'essence du plomb, je ne sais pas, de fondre à 500 degrés, je crois que c'est ça à peu près, et d'être plus lourd que l'eau, et de ne pas flotter comme le liège, tout ce qu'on voudra. Si on pouvait définir l'homme comme ça, l'homme serait fini d'en définir et d'en déterminer. Il y a fini le contraire de libre. Ce qui est le propre de l'homme, c'est précisément de récuser à chaque fois qu'on essaie de l'enfermer dans une essence, il la dépasse. Alors on dit, l'homme il n'a rien inventé, ça s'entend beaucoup dans le discours naturaliste d'aujourd'hui. Regardez, les Lucioles, elles ont inventé la lampe LED, je ne sais pas moi, le blaireau il a inventé les excavateurs, les machines avec ses griffes, creusent des... Oui, sauf que le blaireau il sait faire que ça. Et l'ours blanc, il ne peut vivre que là où il est parpérable, c'est-à-dire dans les glaces du pôle en Amazonie, on lui aura vite fait la peau, le pauvre vieux. Le propre de l'homme, c'est de vivre au Groenland, si ça lui chante, en forêt amazonienne, dans le désert comme les Touaregs, ou dans une base américaine dans l'Antarctique. Américaine ou russe ou chilienne, peu importe. C'est précisément de ne pas être spécifique. Et c'est cette inquiétude humaine au sens propre, le fait de n'être jamais satisfait, d'où le nomadisme. C'est une métaphore en même temps. C'est au sens propre, il a bougé l'homme, hein, géographiquement depuis son apparition, mais c'est aussi une métaphore. C'est-à-dire, même s'il ne bouge pas de place, même s'il n'est pas dans l'espace, il n'est jamais satisfait de ce qu'il est. Et c'est tout ce qui fait sa grandeur, c'est son indétermination, son infinitude. Voilà. Et ça, je ne crois pas que ce soit près que ce soit révolu, cet aspect de l'homme. Par contre, il peut y avoir de grandes tentations terrifiantes, historiques, de vouloir animaliser, renaturaliser l'homme, en faire quelque chose qui serait un petit peu une nouvelle espèce, une espèce de société de termites ou d'abeilles, pourquoi pas. Hein. Voilà. Je ne crois pas que ce soit le cas des jeunes amoureux d'aujourd'hui, j'espère en tout cas. Voilà. Ce sera ma conclusion.